bon d'entendre ce générique à 99 jours très précisément du retour de la Coupe du Monde de biathlon sur la chaîne L'Équipe. On vous fait patienter avec les championnats du monde de biathlon d'été. Il n'y a pas de Français, on vous l'a dit sur le sprint féminin, mais il y a quand même des Belges qui ont un fort accent français. Alexis, on l'a vu à l'image avec Florent Claude qui est venu faire vérifier sa carabine. On va le surveiller aujourd'hui sur cette course. Il porte le dossard numéro 3. Et oui, ça va être intéressant chez les garçons de regarder un petit peu des athlètes qu'on connaît un petit peu mieux. Hein. Bah, c'est sûr que Florent Claude, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui, on l'a dit déjà beaucoup de fois pendant l'hiver, qui est encore français mais qui court désormais pour la Belgique, qui a la double nationalité désormais. Et voilà, hein, son frère Fabien est encore en équipe de France et on espère qu'il va y rester et qu'il y restera longtemps. Florent, lui, court pour la Belgique. Et puis, bah, il est entraîné par un autre Français qu'on verra peut-être à l'image tout à l'heure. C'est Jean-Guillaume Béatrix. Jean-Guillaume Béatrix, bah, qui était dans l'équipe de France pendant nos belles années avec Martin, avec Simon, avec toutes ces années où on a partagé plein de choses et plein de podiums sur ces Coupes du Monde, sur ces championnats du monde. Voilà. Maintenant, bah, il ne reste plus que Martin. Les trois autres, on a arrêté. Simon Fourcade, c'est devenu officiel en fin de saison. Jean-Guillaume Béatrix, ça fait maintenant 2 saisons qu'il a arrêté. Donc Jean-Guillaume, il est là, maintenant, entraîneur officiel de tir de l'équipe de la Belgique. Et donc, bah, il entraîne Florent. Et on suivra également un autre Belge dans cette start list. Tom Laegofar partira avec le dossard 28. Mais d'abord, c'est le Britannique Vinnie Fontaine qui prend le départ et qui ouvre donc ce sprint pour les championnats du monde de biathlon d'été. Juste derrière lui, c'est un Biélorusse, vous l'avez sans doute vu pendant le sprint féminin. Beaucoup de nations de l'Est sont bien là et vous l'avez vu sur les images de vérification des carabines. Il y a des grands noms ici, on va se régaler pendant cette course. Clément Bauer partira avec le dossard 14. Martin Otsenas, dont on a beaucoup parlé, le Slovaque également tout à l'heure avec le dossard 19. Sergei Bocharnikov le 22. Et jusqu'au bout vraiment de cette start list, ils sont 56. Et bien le dossard 55, il s'agit d'Andrei Rastorgouyevs. Et le 56 de Sergei Semenov, alors que le dossard 3, il est bien sur les épaules de Florent Claude, comme on vous le promettait. Là, Florent qui a une bonne préparation hein, pour l'instant. Alors, Florent, il va falloir prendre avec des pincettes ses résultats au niveau du tir. Comme j'expliquais, il est désormais entraîné par Jean-Guillaume. Ils ont complètement repris sa façon de tirer. Ils sont en train de changer beaucoup de choses. Donc, il est forcément pas prêt hein, pour ces compétitions au niveau du tir, justement. C'est le fait de se retrouver en intensité comme ça qui va lui permettre de constater ce qui marche ou ce qui ne marche pas par rapport à ce qu'ils ont mis en place depuis le début de la période d'entraînement. Ça va lui permettre de refaire des ajustements d'ici la fin de l'hiver. Donc on va regarder comment ça se passe au niveau de ses temps, on va regarder comment ça se passe au niveau de ses sensations. Par contre, le résultat a moins d'importance. Il va falloir qu'on analyse ça tout à l'heure une fois que la course sera terminée. Vous le voyez, hein, les hommes par rapport aux femmes ont changé de marque de ski à roulette. Alors oui, comme pour les skis de fond, il y a plusieurs marques pour les skis à roulettes et les organisateurs ont choisi d'utiliser des marques différentes entre les hommes et les femmes. Donc c'est pour ça que désormais on les voit avec des skis roues bleus. Il y a une marque française hein, qui fait de très bons skis à roulettes qui sont utilisés par toute l'équipe de France. C'est des skis à roulettes qui sont très performants et qui sont surtout très stables, parce que c'est aussi ça une des difficultés du ski à roulettes, c'est que c'est un petit peu moins stable que sur les skis l'hiver, qu'il faut arriver à trouver l'équilibre. Et la marque française est pas mal de ce côté-là. Si vous voulez vous y essayer, n'hésitez pas à aller tester ce matériel, ça vous permettra d'être très près du sol. On a parlé de tout ce matériel, Alexis, avec le casque, les gants, les bâtons. Alors c'est ski évidemment, mais qu'en est-il des chaussures également que les biathlètes portent là et sur lesquelles ils posent leur ski? Alors les chaussures c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. On le voit là hein, avec cet athlète, il a des chaussures qu'il utiliserait pendant l'hiver. La seule différence c'est qu'en général on utilise les chaussures de la saison qui vient de se terminer et on prend des nouvelles chaussures au moment où on attaque la nouvelle saison d'hiver. Parce qu'en fait quand on va tirer en ski à roulette, les chaussures vont frotter sur le goudron quand on est en position couchée. Donc ça va venir abîmer les chaussures sur le côté et en un seul été, quand on tire comme ça tous les jours sur le goudron, on râpe les chaussures et donc les chaussures au final sont bonnes à acheter à la fin de l'été. Donc on garde les chaussures neuves
Pour l'hiver, en général, les athlètes pour un hiver ont 2 paires de chaussures, voire 3, ça dépend des athlètes, mais on utilise 2 paires de chaussures, on tourne avec les 2 paires, quand il y en a qui sont mouillées, on met celles qui sont sèches le lendemain, et puis ces chaussures on les garde en gros jusqu'en novembre de la saison d'après, et on change vraiment au moment où on arrive sur la neige pour pas les abîmer et pour pas les rayer à cause du goudron avant de commencer l'hiver. Par contre oui, donc les chaussures c'est les mêmes, la seule différence c'est qu'il y a certaines marques qui font des chaussures d'été. Parce qu'en fait on a forcément très chaud, hein. C'est des chaussures à la base qui sont faites pour résister à des températures quand il fait moins 10 degrés. Là on se retrouve avec des plus 30 degrés. Donc on transpire pas mal dans ces chaussures. En général tous les athlètes font avec, mais il y en a certains qui n'aiment pas et qui préfèrent avoir des chaussures plus allégées. Donc 2 options, soit on vient faire des trous dans les chaussures qu'on utilise pour l'hiver. C'est pour ça que des fois on voit des athlètes qui ont des chaussures un peu toutes rafistolées. Ils enlèvent des parties, ils enlèvent la mousse et tout ça. Et il y a d'autres athlètes qui utilisent vraiment des chaussures spécifiques pour l'été, où les marques ont enlevé un petit peu des parties de mousse. Mais le problème c'est que quand on enlève de la matière dans ces chaussures, on change aussi les sensations au niveau du toucher et du maintien du pied. Et donc c'est en général moins agréable. C'est pour ça que la plupart des athlètes utilisent le même matériel l'été et l'hiver. En tout cas les meilleurs athlètes du circuit, eux, ils utilisent les mêmes chaussures entre l'été et l'hiver. Alors que la réalisation est parfaite sur ces images et illustre parfaitement votre propos, Alexis, avec ce dossard 2 du Biélorusse Varabey qui va passer à l'intermédiaire. Vous les avez remarqués, hein, ces intermédiaires, c'est comme sur la Coupe du Monde avec ce 1,6 km à l'image que le Biélorusse s'apprête à passer. Alors on parle beaucoup de ces pistes de ski à roulettes qui se trouvent autour des stades de biathlon, des stades spécifiques qui se retrouvent dans la forêt. On en a beaucoup en France, hein. Là les biathlètes français pour l'instant on en a déjà utilisé 3 ou 4 depuis le début de la saison de préparation. Ils ont fait un stage, alors ils en ont chacun chez eux aux endroits où ils s'entraînent, ensuite ils vont faire des stages. Ils ont fait leur premier stage à la FECLA sur la station de Savoie-Grand-Revard, où là ils avaient une piste dédiée, hein, qui va pareil dans la forêt au-dessus de Chambéry. Ensuite ils ont fait leur deuxième stage au-dessus de Grenoble dans le Vercors à Corançon. Là aussi il y a une belle piste de ski à roulettes qui va dans la forêt. Actuellement ils sont à Bessan, Haute-Maurienne. C'est encore une piste différente alors qu'on voit Florent au sommet de cette montée. Donc Bessan c'est une piste de ski à roulettes qui est un peu moins dans la forêt, mais par contre on a de belles montagnes autour. On a également une belle piste de ski à roulettes à Arson dans le Jura. On a vraiment comme ça des sites maintenant qui se créent un petit peu partout, et ça vous permet d'aller vous essayer à cette discipline en sécurité. C'est des pistes qui sont vraiment dédiées uniquement à l'utilisation de roller ou de ski à roulettes, donc il n'y a pas de voiture ni de vélo. Alors qu'on a vu qu'il était en forme, Florent Claude, puisqu'il est passé en tête aux premières intermédiaires. 7,5 km à parcourir aujourd'hui pour ces athlètes sur ce sprint masculin des championnats du monde de biathlon d'été. Alors que le Slovène Klemen Bauer, lui aussi, est bien là avec son dossard 14. Klemen, c'est un athlète qu'on connaît bien. C'est un athlète qui a le même âge que moi. J'ai fait tout le début de ma carrière avec lui, et puis même toute ma carrière avec lui. C'est un athlète qui est rapide à ski. Il a toujours eu un peu de mal au niveau du tir. C'est ça qui l'a quand même empêché de faire une carrière beaucoup plus belle que celle qu'il fait. Même s'il fait une très belle carrière, il aurait pu faire encore beaucoup mieux s'il avait mis un petit peu plus de balles dans ses cibles de biathlon. Mais en tout cas c'est un athlète qui se fait énormément plaisir à l'entraînement. On le voit, hein, si vous le suivez par exemple sur les réseaux sociaux. C'est un athlète qui fait beaucoup de ski à roulettes comme tous les athlètes, mais qui fait aussi beaucoup de VTT, qui fait aussi beaucoup de montagne, du parapente. En général, hein, on a quand même des athlètes qui aiment l'extérieur, des athlètes qui aiment les sports outdoor et qui aiment aller se balader en montagne, ou qui aiment profiter de tous les paysages qu'on peut avoir quand on fait des sports comme ça en extérieur. C'est sûr que l'hiver, on voit toujours ces biathlètes sur des stades très spécifiques avec de grandes tribunes. Mais par contre, pendant les 8 mois d'entraînement, on se balade quand même pas mal, et on a la chance de pouvoir profiter de magnifiques paysages. Et on va voir ce que ça donne sur cette course pour Klemen Bauer, lui qui a terminé deuxième du super sprint ici à Minsk, théâtre de ces championnats du monde de biathlon d'été. Alors attention, cette balle pour le Biélorusse, alors qu'on attend sur le pas de tir désormais Florent Claude qui porte le dossard 3. Alors c'est exactement les mêmes règles que l'hiver. Vous voyez l'athlète qui a éjecté des balles. Il avait 5 balles dans son chargeur, il a éjecté des balles en manipulant pas correctement sa culasse. Du coup il a dû piocher les balles qu'il avait sur sa carabine pour bien en tirer 5.
Alors on n'a pas vu les premières balles, ça bougeait un petit peu hein, au niveau de sa carabine quand même pour Florent. Il y avait des mouvements un peu brusques au moment de son réarmement. Et il s'en sort bien avec donc une erreur pour Florent Claude sur ce tout premier tir. Un anneau de pénalité donc à parcourir comme l'hiver. Là aussi, rien ne change. Et peut-être qu'on peut aller un peu plus en profondeur sur ce que vous disiez, Alexis, sur la technique de tir de Florent Claude. Comment on peut tout changer du jour au lendemain? Bon, on peut changer beaucoup de choses. Alors déjà, on peut changer la position. La position, c'est quelque chose finalement de mécanique. On fait des réglages. Hein. Soit on avance le pommeau qui permet de tenir la carabine, soit on va tendre un petit peu plus la bretelle. Vous voyez, hein, là, Oxionas, il a un brassard jaune sur, sur son bras gauche. On l'a expliqué hein, l'hiver à quoi ça sert. Ça permet de venir mettre une sangle qui derrière permet de moins porter la carabine quand on est en tir couché. Ce brassard, eh ben, on peut le placer légèrement différemment. La bretelle qu'on vient y accrocher, on peut la serrer plus ou moins fort. Le pommeau, comme je disais, qui permet de mettre sa main sous la carabine. En fait, on vient prendre un point d'appui, on le voit légèrement derrière son casque blanc. Il y a un pommeau noir qui est sur la carabine. Alors, c'est assez délicat à voir, mais c'est un endroit où il va venir mettre sa main. En fait, il va venir caler sa main pour pas qu'elle continue d'avancer quand il tiendra sa carabine. Donc, ce pommeau, on peut le placer à des distances différentes. Pareil, la carabine, on peut l'allonger ou la raccourcir au niveau de l'épaule. Donc déjà au niveau matériel on peut faire beaucoup de modifications, ça c'est une première chose. Si on change des fois de quelques millimètres ou ouais, de même pas un centimètre, hein, si on rallonge de 4-5 millimètres la carabine au niveau de l'épaule, ça peut tout changer en termes de sensation. Donc ça c'est des choses qu'on peut mettre plusieurs mois à assimiler. Donc cet aspect modification technique, c'est le premier point. Et ensuite il y a tout l'aspect modification d'approche, parce qu'en fait les athlètes vont avoir on va faire un protocole en fait quand on tire. On se dit bon bah voilà, moi je vais arriver quand je vais arriver sur la cible, je vais toujours arriver par le haut, et au moment où je termine ma deuxième respiration, la balle va partir. En gros c'est quelque chose comme ça un petit peu qu'on va créer. Et puis peut-être que Florent, lui, il arrivait toujours par le haut de sa cible, et puis peut-être qu'en voyant Jean-Guillaume lui a dit écoute, moi pour telle ou telle raison, je préférais que finalement quand tu arrives sur ta cible, quand tu arrives sur ton rond noir, je préférerais que tu arrives par le dessous. Donc ça, il va falloir tout changer, parce que quand on a pris l'habitude de tirer ces 5 balles en 20 secondes en arrivant toujours par le haut, quand demain on vous dit finalement tu vas me les tirer en 20 secondes mais il faut que tu arrives par le bas, et ça paraît très simple quand c'est expliqué comme ça, mais en termes de sensation sur des choses aussi précises, ça change tout, et ça prend des mois et des mois pour pouvoir s'y habituer. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Hein. Peut-être que Florent, par exemple, il mettait 2 respirations entre chacune de ses balles. Peut-être que Jean-Guillaume lui a dit tiens, maintenant j'aimerais que tu mettes plus qu'une seule respiration. Donc pareil, c'est des aspects qui sont légèrement différents. Il lui a peut-être demandé d'être plus agressif au niveau de l'appui de son doigt. On le voit hein, là, en dessous sur la deuxième main de l'athlète, on voit à quel endroit il appuie sur sa détente. Vous voyez, l'athlète va venir avec son doigt mettre son gant sur sa détente, et ensuite on a tous des façons différentes d'appuyer pour que le coup parte. En gros, on doit atteindre un poids de 500 grammes, sinon la balle n'est pas déclenchée, enfin le coup n'est pas déclenché. Par contre, pour arriver à ces 500 grammes, on peut le faire de plein de façons différentes. Il y en a qui vont le faire en appuyant très fort d'un coup très vite, il y en a qui vont le faire en appuyant tout doucement, très progressivement. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on va modifier, et c'est des choses qu'on met, comme je le disais encore une fois, des mois à assimiler, et c'est vraiment la répétition de ces nouveaux protocoles qui va faire que l'athlète va être en mesure de tirer correctement pendant l'hiver. C'est ça aussi le biathlon, l'éloge de la patience. Alors on va voir si déjà quelques automatismes se mettent en place pour Florent Claude, lui qui a fait une erreur donc sur son premier tir, et qu'on va voir dans quelques secondes, on l'espère, à ce nouvel intermédiaire. En tout cas, il avait l'air en forme lors du premier tour. C'est lui qui était en tête des premiers dossards. Et là, c'est le Biélorusse qui, pour l'instant, va passer en première position. Maxime Varabey et son dossard 2. Lui, il a réussi, vous le voyez, un sans faute lors du tir couché. On voit des athlètes qui utilisent exactement le même pack pendant l'hiver. L'athlète qu'on voit à l'image est en un temps, en symétrique. Les deux noms pour parler de cette technique. Donc le 1 temps, c'est un pas où on va pousser. À chaque poussée de jambe, on va faire une poussée de bras. Vous voyez, à chaque fois que Florent pousse sur ses jambes, il pousse en même temps sur les bâtons. Donc c'est un pas, allez, on va dire que c'est le pas le plus utilisé en ski de fond. C'est vraiment le pas qui permet
de faire le train, l'allure quand on va se déplacer. C'est un pas assez musculaire qu'on essaye d'emmener le plus loin possible avant de passer en 2 temps. C'est comme si voilà, c'est un petit peu le gros plateau, on va dire, pour comparer avec le vélo. C'est le gros plateau qu'on utilise sur le plat. Et puis on essaye d'emmener ce gros plateau le plus loin possible. Et au moment où on ne peut plus l'emmener, on va passer sur un pas différent qui s'appelle le 2 temps. Où là, on va avoir 2 poussées de jambes pour une poussée de bras. Et il a bien récupéré du temps sur la piste. Florent Claude, vous l'avez vu, 4 secondes d'intervalle avec le premier, lui qui a pourtant fait une faute sur le premier tir. Il y en aura aussi au moins une pour Clement Bauer, le Slovène à l'image. Ouais, une, c'est ça, et 27 secondes donc pour sortir de ce pas de tir désormais et aller réaliser son anneau de pénalité. Ça ne pourrait ne pas être rédhibitoire, mais attention, hein, il est seulement dossard 14 et je vous l'ai dit, ils sont 56 au départ aujourd'hui avec une fin de start list, donc il faudra se méfier. Je pense notamment à Ramania Lotno qui est dossard 47, Andrei Rastorgouyev le 55 et puis le dernier dossard, il s'agit de celui de l'Ukrainien Sergei Semenov. Alors on a vu quelques Belges, on voit également quelques Suisses. Je le disais, c'est loin quand même pour toutes les nations d'aller participer à ces championnats du monde de biathlon d'été. Il faut traverser l'Europe, Minsk c'est quand même pas à côté. Et il y a aussi une raison qui est assez simple, qui explique que certaines nations ne font pas le déplacement, c'est des raisons financières. Pour emmener une équipe de 6 garçons et 6 filles avec 4 entraîneurs pour chaque sexe à l'autre bout du monde, et il faut payer des avions, il faut payer également du carburant pour tous les véhicules. Donc ça a un vrai coût, c'est un vrai budget, et en général les budgets sont faits pour pouvoir tenir l'hiver, pour pouvoir faire une bonne préparation pendant l'été, mais ils ne sont pas forcément faits pour traverser le monde pendant toute la période estivale. C'est aussi ça qui peut expliquer le fait qu'on voit moins de nations sur ces compétitions. Ça fait partie sans aucun doute des raisons pour lesquelles on ne voit pas l'équipe de France notamment. Est-ce qu'il y a aussi une volonté d'échelonner différemment la préparation? On voit aussi des festivals d'été auxquels les athlètes aiment beaucoup participer pour leur ambiance notamment. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent sur ce stade de Minsk notamment? On va en parler juste après le tir de Florent Claude évidemment qu'on suit à l'image. On essaye vraiment d'analyser un petit peu la façon dont Florent tire. On sent qu'il n'est pas du tout dans un tir qui va enchaîner comme l'hiver. On sent que c'est pas du tout un tir qu'il maîtrise bien. C'est un tir où il a l'air d'essayer de chercher des choses. Et forcément, quand on cherche des choses et qu'on les maîtrise pas très bien, ça peut compliquer la tâche. Donc voilà, c'était pas un très bon tir pour Florent. Il a perdu ses lunettes en plus en repartant. Donc ça, c'est quelque chose qui va le gêner. C'est vraiment un élément de protection important, les lunettes, que ce soit l'été ou l'hiver. Il y a toujours beaucoup de soleil et beaucoup de réverbération, on le voit, que ce soit sur la neige ou sur le goudron. Le soleil va venir taper assez fort dans les yeux. On a également pas mal de bestioles, surtout l'été, des petits moustiques et tout ça qui volent un petit peu partout. Donc on peut très facilement s'en prendre un dans les yeux. Derrière, ça irrite au niveau des yeux, on voit moins bien. Et quand on arrive sur le pas de tir, ça gêne pour tirer. Bon là pour Florent, c'est bon, il a terminé son tir. Donc il va pouvoir maintenant aller à la ligne d'arrivée tant bien que mal. Et voilà, les lunettes, vaut mieux les garder jusqu'à la fin. Alors on voit quand même certains athlètes qui partent sans lunettes, je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, ils y arrivent apparemment. C'est le cas à l'image du Tchèque. Alors, une des raisons pour laquelle certains athlètes partent justement sans lunettes, c'est que l'hiver, mettre ses lunettes sur un bonnet au moment où on arrive pour tirer, c'est assez simple. Parce que le bonnet fait à peu près la taille de la tête, donc on a juste à décaler ses lunettes. Par contre, vous voyez, les casques sont beaucoup plus gros. Et c'est pas toujours évident quand on arrive comme ça sur le pas de tir de placer ses lunettes à un endroit où on va pas les perdre. C'est justement ce qui est arrivé à Florent. Et on l'a vu tout à l'heure. C'est des positions assez ridicules parfois. Avec le casque, on est obligé de remonter. Les lunettes qu'on met tant bien que mal sur le front. Avec Sergei Borcharnikov à l'image qui va donc lui aussi aller tourner sur cet anneau de pénalité, alors que vous avez vu Florent Claude sortir du pas de tir avec 39 secondes de retard. Est-ce qu'il va réussir à gratter quelques secondes sur ce dernier tour? On va le suivre évidemment Florent dans cette dernière boucle qui va lui permettre de finir donc ces 7,5 km
de ce sprint, alors qu'à l'image, c'est un Russe qui a de l'avance. 50 secondes pour blanchir ses 5 cibles pour Alexander Povarnitsin. Ouais, c'est bien fait, c'est rapide, elles sont toutes dedans et il va donc pouvoir ressortir logiquement avec de l'avance sur Varabey qui pour l'instant, le Biélorusse, était le premier en tête à la sortie de ce deuxième tir. Ouais, c'était un beau tir bien maîtrisé. Alors je veux dire, il y a des athlètes qui ont tout changé et qui ont encore 3-4 mois pour être prêts d'ici l'hiver. Par contre, il y a des athlètes qui eux ont rien changé, donc ils ont juste à enchaîner, à essayer de confirmer ce qu'ils savent faire jusqu'à présent. Mais bon, il ne faut pas s'y tromper, hein. Le tir, c'est vraiment quelque chose qui n'est jamais terminé. Il n'y a pas un moment où on se dit, bah, c'est bon, le tir maintenant je sais faire et je saurai toujours faire. C'est pas du tout comme le vélo. Tous les jours, il faut se remettre en question. Tous les jours, il y a quelque chose à améliorer. Il y a bien sûr tout cet aspect technique du tir, mais il y a aussi tout l'aspect mental qui remet tout en question à chaque fois. On a l'occasion de le voir évidemment lors de la Coupe du Monde de biathlon qu'on vous diffuse sur la chaîne L'Équipe, et cette année encore ce sera le cas. Soyez bien au rendez-vous à partir du 30 novembre pour le lancement de la saison. On sera évidemment à Östersund pour le lever de rideau de cette saison 2019-2020. Alors que pour l'instant on s'attarde sur ce Kazakh, Roman Yeremin, qui arrivait avec beaucoup d'avance et qui prend le temps de tirer cette première balle. Alors Yeremin, c'est bien là justement de le voir. Bon là il est bien caché quand même avec son casque et ses lunettes, mais c'est un visage qu'on commence à voir sur la Coupe du Monde, qu'on voit de plus en plus, qui est très très rapide en ski. C'est un athlète qui est encore extrêmement jeune. Par contre dans les catégories où il évolue, il est plus rapide que tout le monde. Et il commence à arriver sur le circuit mondial, sur les Coupes du Monde. On le voit, il va très très vite à ski. Par contre pour l'instant ça passe pas au niveau du tir. C'est un athlète qui a beaucoup de mal en tir. Il tire trop vite sans forcément essayer de réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Donc pour l'instant ça passe pas, mais attention, si cet athlète un jour tombe sur le bon entraîneur, que cet entraîneur lui explique correctement les choses, Yeremin pourrait devenir quelqu'un de dangereux pour des podiums en Coupe du Monde. Ouais, il était passé totalement à côté de ces championnats du monde jeunes, notamment qu'on avait diffusé sur la chaîne L'Équipe, alors qu'on s'attendait à le voir briller. Sa meilleure performance c'était cette saison notamment, une 18e place sur le sprint d'Antols. Le Coréen Timofey Lapchin à l'image, Coréen ex-russe. Ouais, Lapchin qui a été tout simplement acheté en gros par les Coréens pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Et puis maintenant il est resté en Corée, continue à faire du biathlon. C'est un athlète qui commence désormais à être assez âgé, mais qui aime cette discipline, qui se fait plaisir avec la Corée. Donc il continue et il est plutôt régulier, il garde quand même un bon niveau, donc ça va être un des clients à surveiller aujourd'hui. On voit des paires de lunettes un peu partout sur ce pas de tir. Je pense que le chef de pas de tir commence à être bien habitué à les ramasser. Encore une fois ça s'explique par ce casque. Vous le voyez, il n'y a aucun athlète qui a le même casque. Autant l'hiver ils ont quasiment tous le même bonnet. Autant l'été on prend des casques de vélo tout simplement. Ça n'existe pas des casques spécifiques pour le biathlon. Et la petite astuce c'est qu'on a une carabine dans le dos. Vous le voyez, le canon est assez proche quand même de la tête des athlètes. Et si on a un casque qui est trop long derrière, si on prend n'importe quel casque de vélo sans réfléchir, en fait à chaque poussée on va avoir le canon qui va venir taper dans le casque à l'arrière et c'est très désagréable. Vous le voyez dans le chousse là, par exemple cet athlète Varabey qui est obligé de décaler cette alors c'était pas Varabey, il est là, mais celui qui était devant lui, il avait son casque, si c'est bien lui, vous voyez il y a le casque qui est pas loin de son canon à chaque fois et ça vient taper, et ça c'est quelque chose qui énerve pas mal les athlètes. Donc il faut bien choisir son casque, à la fois pour pouvoir enlever facilement ses lunettes et en même temps pour pas être gêné quand on pousse. À l'entraînement, pas tous les athlètes l'utilisent le casque, c'est obligatoire en compétition. Par contre on a encore beaucoup d'athlètes qui s'entraînent sans casque pendant l'été justement pour essayer de préparer au mieux l'hiver en ayant la même approche quand on arrive sur le pas de tir, parce que si on s'entraîne tout l'été avec un casque, quand on arrive sur le pas de tir, on prend des habitudes qui seront différentes de celles de l'hiver, vu que l'hiver on n'aura pas ce casque qui peut gêner. Alors qu'on voit à l'image que c'est difficile pour Viktor Kriouko. Pendant ce temps-là, c'est donc Maxime Varabey qui a offert le temps de référence de ce sprint masculin. L'arrivée maîtrisée sur le tapis, ça aussi on va le surveiller. Les lunettes, c'est bon pour tous ces athlètes, des configurations différentes.
auquel on assiste donc et qu'on vous fait vivre sur la chaîne L'équipe jusqu'à 21 h. Soyez bien là, on vivra ensuite la poursuite féminine dans quelques instants. Également la poursuite masculine qui aura lieu à l'issue de ce sprint. Donc sprint pour l'instant indécis. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de vous montrer depuis quelques années les courses du début de saison qui ont lieu à Souchon, où les athlètes français montent sur la neige une semaine, voire 2 semaines avant les premières Coupes du Monde. Et on se demande pourquoi ils montent sur la neige, alors qu'on a expliqué tout à l'heure que finalement le geste du ski à roulette est au moins 90% fidèle à celui du ski de fond sur la neige. En fait, ça s'explique tout simplement par justement tous ces petits détails qu'il va falloir venir ajuster. L'arrivée en ski à roulette sur un tapis de biathlon n'est pas exactement la même que quand on arrive en ski. On est obligé de freiner légèrement différemment, on fait un petit chasse-neige un peu différemment, on est obligé de ralentir un peu à l'avance, alors qu'en ski on peut arriver, déraper au dernier moment, faire un gros chasse-neige qui vous permet de ralentir et de perdre complètement la vitesse d'un coup. Ça, c'est pas possible l'été. Donc si demain un athlète fait du ski à roulette jusqu'à la veille de la première Coupe du Monde, sur la partie où il faut skier, bon, il va y arriver. Par contre, là où ça va vraiment faire une différence, c'est sur tous ces petits détails, sur ses arrivées au tir, sur la façon dont on va retrouver l'équilibre, parce que forcément, on essaye de bien s'équilibrer quand on est en ski à roulette en tir debout, mais on est quand même sur des roues assez fines, alors que sur des skis de fond, c'est un peu plus large et qu'on est plus près du sol. Donc c'est plein de petits détails qu'il faut appréhender. Et il y a une seule grosse différence qui est commune à tous les athlètes quand on passe du ski à roulette au ski de fond, c'est tout simplement la longueur des skis. Au début ça fait un peu bizarre parce que dans le champ visuel en fait on voit la pointe de ses skis, alors qu'en ski à roulette on la voit pas quand on finit sa poussée. Et le poids est réparti un petit peu différemment. Alors que la réalisation s'attardait sur ce Russe de 25 ans, Alexander Povarnitsyn, qui est passé devant tout le monde, qui est désormais premier sur la ligne d'arrivée. Mais attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Donc ça, notamment le Biélorusse Sergei Bocharnikov, avec son dossard 22, et qui a malheureusement fait une erreur. Lui qui nous avait épaté à Minsk lors des derniers championnats d'Europe, sur le relais mix notamment. En tant que dernier relayeur, il avait offert le bronze à la Biélorussie. Sur les championnats d'Europe, souvenez-vous, il y en aura aussi cette année. Ils seront évidemment sur la chaîne L'équipe, tout comme les championnats du monde. Ce sera en février, du 13 au 23 février. 10 jours exceptionnels que nous vous ferons vivre en Italie, à Antols, avec un dispositif tout aussi exceptionnel. Toute la chaîne sera mobilisée sur ces championnats du monde en février. Donc on a un petit peu de temps d'ici là avant de les vivre, puisque l'ouverture de la saison sera le 30 novembre à Östersund. Alors, la réalisation qui vient chercher le dossard 5 du 3, qui va passer avec beaucoup de retard, 4 minutes de retard à l'image. C'est vraiment un beau site de biathlon quand même, ce site de Minsk. Ils ont fait les choses en grand, ils ont vraiment fait les choses pour pouvoir accueillir des Coupes du Monde, et ils se placent. C'est pour ça qu'ils prennent autant de courses Minsk, qu'ils prennent les championnats d'Europe, les championnats du monde junior, qu'ils prennent ces championnats du monde de biathlon d'été. Ils veulent vraiment être appréciés par l'IBU pour pouvoir organiser des Coupes du Monde. C'est important pour ces pays, pour ces sites, d'avoir des compétitions internationales. Et c'est vrai que quand on regarde une saison d'hiver, il y a seulement 9 dates de Coupe du Monde. Donc il n'y a pas de la place pour tous les sites. Pourtant des beaux sites de biathlon, il y en a quand même beaucoup à travers le monde. On arrive en fin de cette start list avec Andrei Rastorgouyev et son dossard 55. Le champion d'Europe du sprint en 2018, qui a perdu son titre à Minsk cette saison face à un Tariebeu très en forme, vous avez dû vous en souvenir, qui était venu se jauger à Minsk lors de ses championnats d'Europe avant les mondiaux. Il est donc là, Rastorgouyev, avec le dossard 55, plus qu'un dossard sur cette liste de départ, alors qu'on retrouve le Kazakh Roman Yeremin. Alors Yeremin, je l'annonçais rapide, mais quand on voit là les résultats à l'écran, on comprend pas trop pourquoi il a 3 minutes comme ça. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a eu un problème? Je sais pas, mais en tout cas c'est loin des temps qu'il nous avait donné sur la fin de l'hiver. Clement Bauer qui passe à la ligne d'arrivée. On va essayer de retrouver son temps assez rapidement. Pour l'instant il n'est pas affiché. En tout cas regardez cette façon de freiner.
qui est différente un peu pour tous les athlètes. Il y en a qui vont sur les tapis de tir qui sont posés, ça les fait freiner. Il est deuxième pour l'instant à 16 secondes. Clement Bauer, lui il maîtrise, hein. Autant chez les filles on avait vu des athlètes qui avaient des difficultés pour s'arrêter, autant Clement Bauer, lui c'est quelqu'un, voilà, il est slovène, un petit peu comme ce qui peut se faire sur un vélo pour certains de ses compatriotes. Et pour lui c'est Hans Kirou qui fait un peu des folies, il est capable de faire des 3-6, des choses comme ça, de s'arrêter quand il veut. Je pense qu'il prend exemple sur Peter Sagan et ça lui donne envie aussi de faire un peu de cabriole sur le goudron. Et on a des athlètes qui sont capables de descendre des cols de montagne avec ces skis à roulettes, qui sont capables de freiner sans problème. Alors justement, vous qui suivez l'équipe de France, Alexis, qui se démarque chez nos tricolores sur les skis à roulettes? Ouais, sur le ski à roulettes, c'est un petit peu comme l'hiver. De toute façon, c'est un état d'esprit. C'est Antonin Guigona qui est quand même le plus habile au niveau de toutes les trajectoires, de toutes les figures qu'on peut faire en ski à roulettes ou en ski de fond, les sauts et tout ça. C'est quand même lui qui a un petit peu plus cet esprit freestyle, on va dire. Il le fait à ski, il le fait à vélo, en VTT. Mais après, ils sont tous bien à l'aise, il n'y a pas de problème pour tous les membres de l'équipe de France. Tout le monde se déplace très très bien sur des skis à roulettes. On la retrouvera le week-end prochain, cette équipe de France, samedi au Martin Fourcade Nordic Festival. On vous le diffusera évidemment sur la chaîne L'équipe à partir de 14 h. Alors qu'à l'image, c'est le dossard 45 d'Anton Smolski. Lui aussi, on a l'habitude de le voir sur le circuit Coupe du Monde, alors qu'il a seulement 22 ans, ce Biélorusse. Et on parlait justement des jeunes rapides, mais qui ont parfois du mal à concrétiser. Alors lui, il ne l'est plus vraiment tout jeune, 26 ans, Raman Yalotno, qui s'installe sur ce pas de tir. Et pour l'instant, il a de l'avance, il peut aller jouer quelque chose. Ouais, Yalotno, il va falloir surveiller. Il est pour l'instant largement dans les temps pour rivaliser avec les meilleurs. Ah dommage, la dernière balle qui a été difficile, peut-être a-t-il eu la pression du résultat justement, il va devoir donc aller tourner sur cet anneau de pénalité. Ouais, ils sont à domicile, ils sont quand même attendus, il y a quand même de la pression pour les Biélorusses. On a toujours envie de faire plaisir au public qui vous suit toute l'année. Et oui, alors le Martin Fourcade Nordic Festival, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est une course qui va se tenir, c'est une compétition de biathlon, c'est un show, c'est une compétition, c'est tout ce qu'on veut. Alors c'est une vraie compétition quand même sur la journée du samedi, avec des courses de très haut niveau en ski de fond et en biathlon qui seront diffusées sur la chaîne L'équipe. On l'a suffisamment dit, on sera à Annecy, on sera là pour vous expliquer tout ça et pour essayer de vous montrer un petit peu tous les athlètes. Martin sera aussi également disponible pour répondre à nos questions, pour nous parler directement sur la chaîne. Ce sera vraiment du grand spectacle, une tribune de 3000 places qui est complètement pleine. Il va y avoir de l'ambiance et puis sur les bords de la piste on attend plus de 10 000 personnes. On espère que vous serez nombreux à venir saluer, encourager les champions. Donc le samedi c'est une course de très haut niveau avec ces biathlètes qui s'affronteront sur des mass start et les fondeurs qui s'affronteront sur des sprints. Et puis le lendemain, on a une journée qui est plutôt dédiée aux enfants et au grand public. Et on aura une course populaire de biathlon, c'est quelque chose d'assez nouveau. Les gens pourront s'essayer en course à pied et en tir à la carabine et faire du biathlon en gros comme ce qu'on est en train de voir. Alors on n'aura pas les skis à roulettes parce que c'est difficile d'accès pour ceux qui n'en ont jamais fait, mais par contre tout le monde sait courir, donc là pas de problème. Et c'est la même chose pour les enfants, le matin ils s'affronteront sur une course de biathlon running. Donc tout ça, ça se passe à Annecy, sur le Paquier, au bord du lac d'Annecy. Ça va être un site assez incroyable avec des choses qui ne correspondent pas forcément aux standards qu'on voit sur la Coupe du Monde. Et on espère que ça vous plaira. On espère que le spectacle sera au rendez-vous. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, évidemment, nous serons là. Alexis vous l'a dit, c'est à vivre samedi à partir de 14 h 15 sur la chaîne L'équipe, ce Martin Fourcade Nordic Festival. Alors, ce rendez-vous de samedi prochain, est-ce que c'est aussi une raison pour expliquer l'absence des Français aujourd'hui? Alexis, vous continuez à réagir avec le hashtag L'équipe biathlon et vous êtes nombreux à vous émouvoir de l'absence des Français aujourd'hui. Oui, ça peut être une des raisons. Après, les raisons, c'est
tout ce que je disais, c'est le fait que les Français sont en pleine période d'entraînement, donc c'est compliqué pour eux de se déplacer, alors qu'on voit à l'image Jean-Pierre Amat. Ça me fait quand même très bizarre de le voir avec ce drapeau chinois sur le t-shirt, lui qui a été mon entraîneur pendant toute ma jeunesse et qui m'entraînait quasiment tous les jours du côté de Chambéry. De le voir maintenant comme ça à l'autre bout du monde avec une équipe complètement différente, c'est toujours particulier. Mais oui, pour revenir sur ces explications, je le disais, beaucoup de déplacements, un coût très important pour l'équipe de France de venir jusqu'ici, des courses qui n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêt en termes de résultats pour l'équipe de France, ni en termes de préparation. Actuellement, l'équipe de France est en stage en altitude. Ils sont sur des altitudes autour des 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude. Ils ont envie d'y rester. Si on va seulement quelques jours d'altitude, il n'y a pas vraiment cet effet d'aller en haut en montagne. Si on y reste au moins 2-3 semaines, là ça peut apporter quelque chose en termes de préparation. Donc si en plein milieu d'un stage, on casse ça avec un long voyage et des courses qui ne sont pas prévues, c'est quelque chose qui modifie tous les plans. Donc cette année c'était trop loin, trop coûteux pour les Français pour venir. Si l'année prochaine ces championnats du monde d'été ont lieu pas loin de la France, pourquoi pas aller les faire. On verra à ce moment-là. Et un prétendant pour la victoire finale sur ce sprint des championnats du monde de biathlon d'été, c'est lui, Andrei Rastorgouyev, qui en tout cas démarre de la meilleure des façons. Il est rapide, il vient de faire un sans faute, alors on va être vigilant à son passage à la sortie du pas de tir, mais il a une bonne dizaine d'avance, oui, 12 secondes 2, dizaine de secondes d'avance, pardon, 12 secondes 2 donc pour le laiton d'avance après ce premier tir. Ouais, fidèle à ce qu'il nous montre pendant l'hiver, il est rapide à ski. Pas de problème pour Rastorgouyev. Apparemment il s'est bien entraîné. C'est ça qui est intéressant. Par contre sur ce championnat du monde de biathlon d'été, alors on voit pas tout le monde certes, mais par contre on voit quand même une certaine partie de la population qu'on retrouvera pendant l'hiver sur les courses de Coupe du Monde. Et surtout une population qui vient de l'Est. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ils se sont entraînés, qui c'est qui est en forme par rapport aux autres. Parce que même s'ils en sont tous à peu près à la même période, ils sortent, je disais, d'un mois d'août où normalement ils se sont beaucoup entraînés, donc ils ne sont pas préparés spécifiquement pour ces courses, mais par contre ils en sont à peu près tous au même point. Donc si on en voit un qui est beaucoup plus rapide que tous les autres, peut-être qu'on peut se dire que celui-ci a bien progressé, qu'il faudra s'en méfier l'hiver. Donc on va être attentif à ça. En tout cas on voit que Rastorgouyev est fidèle à ce qu'il nous montre d'habitude, donc ça c'est intéressant. Pareil, on voit des Iliev et des Hanev pour la Bulgarie qui sont toujours présents sur ces championnats d'Europe, sur ces championnats du monde de biathlon d'été. Eux c'est des compétitions qui vont vraiment cocher. Ils le savent, ils peuvent être bons pendant l'hiver, ils peuvent réussir certaines courses, mais ils ont quand même du mal à passer devant vraiment l'équipe de France, devant l'équipe de Norvège, devant l'équipe d'Allemagne. Donc ils viennent un petit peu se faire les dents sur ces courses-là, qui restent de vraies courses internationales, avec un niveau qui fluctue en fonction des années. Des années, on a vraiment un excellent niveau sur ces championnats du monde de biathlon d'été. Des années, on a un petit peu moins de monde. En tout cas, eux, ils sont toujours bien là au rendez-vous. Et Hanev, lui, clairement, par contre, il est là pour aller chercher une médaille. Et on va faire attention, évidemment, à ces écarts sur la ligne d'arrivée, puisque à l'issue de ce sprint, on va vous faire vivre également la poursuite. Ce sera dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 21 h en ce dimanche soir sur la chaîne L'Équipe. Et puis juste après le biathlon, vous retrouverez un épisode de l'homme le plus fort du monde, World's Strongest Man. Ce sera juste après le biathlon. Et puis notez également votre rendez-vous ce soir, l'équipe Mercato qui débriefera le PSG Toulouse avec France Pierron et tous ses invités. Romain Gégou sera au Parc des Princes pour vous faire vivre cette soirée juste après donc le biathlon et ses championnats du monde de biathlon d'été plus précisément, avec le Biélorusse Smolski à nouveau à l'image, lui qui porte le dossard 45. Et la réalisation qui s'attarde sur les entraîneurs biélorusses. Alors je vous dirais bien de tendre l'oreille, malheureusement on n'est pas capable de vous le traduire ici. On va se contenter de commenter les performances des biathlètes et notamment celle de Raman Yalotno, biélorusse justement, qui arrive sur ce pas de tir avec une vingtaine de secondes d'avance. Il lui reste 5 cibles à blanchir. Et Yalotno, il a toujours une position très particulière derrière ses carabines. Il a une tête très basse,
Il vient vraiment enfoncer sa tête, même en tir debout. On voit normalement des positions un peu plus redressées pour le tir debout. On va vraiment se servir de cet appui de la joue sur la carabine sur le tir couché, où ça va vraiment être un point de repère. Sur le tir debout, elle est plus là où elle peut être. En fait, quand on vient régler la partie de la carabine donc qui touche la joue, ça s'appelle un busque. Quand on vient régler ce busque, on va le régler essentiellement pour le tir couché. C'est en fonction de comment on se sent bien pour le tir couché qu'on va régler cette hauteur. Et donc sur le tir debout, on est obligé de s'adapter. Et on le voit, Yalotno, ça lui fait avoir une position très particulière avec vraiment une tête qui vient rentrer dans les épaules. Et alors, est-ce que le changement entre ski à roulette et ski de fond, alors qu'on voit Rastorgouyev à l'instant passer en tête au kilomètre à l'intermédiaire, 4 points, il lui reste un tir à Rastorgouyev. Est-ce qu'il y a une différence de stabilité également entre le ski à roulette et le ski de fond quand on arrive sur ce tapis, ces tapis qu'on reconnaît bien, hein, ce sont les mêmes que sur le circuit de la Coupe du Monde? Ce sont les mêmes, mais effectivement il y a des différences. Alors les grosses différences qu'on peut noter de ce côté-là, c'est que l'hiver il fait froid, les tapis sont toujours durs en général, ils sont toujours assez durs avec ce froid. C'est une espèce de mousse un peu plastifiée, enfin voilà, qui compose ces tapis. Donc c'est quelque chose d'assez moelleux, on va dire, en été, parce qu'il fait chaud et donc ça les ramollit. Donc les roues des skis à roulettes viennent vraiment s'enfoncer dedans. Par contre l'hiver ils sont en général assez durs et s'il y a de l'humidité ils peuvent parfois aussi être gelés, donc ça peut glisser un peu. Normalement quand il fait beau et chaud comme aujourd'hui, c'est un petit peu plus stable au niveau latéral d'être en ski à roulettes que d'être en ski. Par contre la différence c'est que sur des skis à roulettes on est plus haut parce qu'on est sur les roues, alors que les skis eux sont tout de suite sur le sol. Donc par contre au niveau de l'équilibre, quand on bouge pas, il faut bien être correctement mis sur ces skis à roulettes, et ça peut changer. On a quand même cette différence, surtout sur le tir debout. Autant sur le tir couché ça change quasiment rien d'être en ski à roulettes ou en ski. Par contre sur le tir debout il peut quand même y avoir des belles différences. C'est un tir qui est quand même légèrement plus instable que le tir avec des skis, sauf en hiver quand il y a vraiment de l'humidité et que les tapis glissent. Alors là on a vu un athlète, ça a dû faire rager Jean-Pierre Amade pour le coup. C'est typique d'un athlète qui enlève sa carabine, enfin qui arrête de vider dans sa carabine avant d'avoir vraiment tiré sa dernière balle. En fait il a appuyé sur la détente et il a même pas pris le temps de laisser la balle sortir du canon, hein, même si ça sort très vite. Si dans la demi-seconde où on bouge sa carabine, forcément ça va avoir une influence sur la balle dans la cible. Donc là il n'y avait aucune chance qu'il mette cette dernière balle dans sa cible, le chinois. Il n'a pas terminé le travail correctement. Il pourrait être titré sur ce sprint des championnats du monde de biathlon d'été. Andrei Rastorgouyev, le laiton, a 5 cibles à blanchir pour aller chercher la victoire. Et attention, ça se complique désormais alors que Lapchin, lui, est pour l'instant en tête. Regardez, il vient de passer sur cette ligne d'arrivée avec 4 secondes 1 d'avance. Le Coréen Timofey Lapchin, pour l'instant, le temps de référence, il est pour lui. Il a le dossard 42. Vous avez vu Andrei Rastorgouyev avec son dossard 55. Ils sont 56 sur cette start list. En tout cas, la victoire, elle se compromet pour le laiton alors qu'elle est désormais à portée de main du Coréen. Il a fait une très très belle course. Alors c'est des courses qui seront forcément plus lisibles sur les poursuites. C'est comme l'hiver, hein. Sur les sprints il y a des athlètes qui partent un peu partout. Donc c'est un peu plus difficile à suivre. Mais à Lapchin, attention, il a quand même fait une belle course. On verra ce que ça va donner. Il y a encore pas mal d'athlètes qui doivent passer. Et on verra si ça tient pour la poursuite. Par contre les poursuites, vous allez voir, ça va être assez sympa à suivre avec exactement comme l'hiver, tous les athlètes qui partent par rapport aux écarts de la course qu'on est en train de voir actuellement. Alors on a aussi une différence, hein. C'est vrai que ça, on va en parler en permanence de ces différences entre l'été et l'hiver. On a une différence, c'est sur les temps de travail. Parfois sur ces pistes de ski à roulettes, on a moins de changements de pas. On a moins de rupture de pente au niveau des montées.
Et donc c'est intéressant parce qu'on peut des fois pousser pendant plus longtemps dans le même pas. Ce qu'on était en train de voir là, avec ce Biélorusse qui passe dans cette longue montée en un temps. Le dernier dossard de cette start list, et bien là, Sergei Semenov, l'Ukrainien qui s'est bien rattrapé après ses 2 erreurs sur le coucher, qui réalise le sans faute sur ce deuxième tir sur le debout, mais qui malheureusement va ressortir loin derrière. Peut-être aller chercher ce top 15. Oui, pour l'instant, il est dedans, Semenov, dans ce top 15. 15e position tout juste. Lui peut aller chercher mieux, peut-être le top 10 pour Smolski, avec cette 8e place provisoire. Alors c'est pareil, tout à l'heure on me demandait si certains athlètes étaient un petit peu spécialistes de cette discipline de biathlon d'été. Je disais que non, la plupart des athlètes s'entraînaient vraiment pour l'hiver, et c'est exactement la même chose pour la technique. Si vraiment on voulait préparer une saison de ski à roulette, on pourrait légèrement modifier sa technique au niveau de la poussée. Comme je le disais, en roller, on a tendance à pousser vraiment à l'arrière. On a une jambe qui va à l'arrière, alors que là, vous le voyez avec le dossard 47, c'est un athlète qui va quand même continuer à pousser en latéral. Il ne va pas complètement faire tourner son bassin pour aller pousser vers l'arrière. Si l'athlète voulait être un petit peu plus rapide en ski à roulette et vraiment se préparer pour le ski à roulette, il pourrait légèrement modifier sa technique et terminer ses fins de poussée en mettant la jambe encore un petit peu plus en opposition et en décalant le bassin vers l'arrière, en laissant aller une légère rotation vers l'arrière. Mais comme les athlètes sont là pour travailler pour l'hiver, ils ne le font pas. Et donc ils vont vraiment essayer de reproduire le plus fidèlement possible la technique qu'ils vont utiliser cet hiver. Jusqu'au bout, les derniers coups de bâton pour Amania Lotno pour aller chercher cette 11e place provisoire. Et cet écart qui sera donc important pour la poursuite qu'on va vivre dans quelques instants sur la chaîne L'Équipe, juste après la poursuite féminine qu'on va vous faire vivre une fois que ce sprint masculin sera terminé. Pour l'instant, c'est toujours Timofey Lapchin qui est en passe de réaliser le doublé, lui qui a déjà remporté le super sprint ici sur ces championnats du monde de biathlon d'été. On va voir ce que ça donne pour Florent, mais pour l'instant ça va pas faire une très belle course sur ce sprint. Il continue de reculer assez régulièrement. Ça permet aussi de découvrir un petit peu plus les biathlètes. C'est sûr que l'hiver on les voit tous en combinaison, et voilà. Le tatouage de Lapchin, celui-là on ne l'avait pas forcément vu. L'équipe pour inquiéter Timofey Lapchin. Ce ne sera pas le cas du Chinois à l'image, avec un 7 sur 10 aujourd'hui. Alors que chez les filles, elles se sont illustrées, les biathlètes chinoises. Et je pense notamment à Yuan Meg Shu, 19 ans seulement. Eh bien, elle a fait le doublé catégorie junior, sprint, poursuite. Et elle a terminé 2e du super sprint. Cette génération dont on vous parle qui prépare évidemment Pékin 2020, celle pour laquelle Jean-Pierre Amat a sans doute été appelé. À la réalisation, en tout cas, ils ont choisi leur vainqueur. Il lâche plus Lapchin. Et les Chinois, c'est quand même important de revenir dessus. Comme je le disais, bon, ils sont entraînés désormais par Jean-Pierre Amat. Jean-Pierre Amat, c'est quand même, on va parler de lui même s'il entraîne les Chinois. Oui, on va parler de lui parce que c'est quand même, je vous le disais, l'entraîneur de référence du biathlon français de toute la génération qui a eu ces dernières années jusqu'à celle qui a maintenant et qui aura encore dans les années à venir avec certains jeunes. C'est lui qui a formé quasiment l'ensemble des biathlètes, quasiment tous les biathlètes qui ont été sur la Coupe du Monde, allez, on va dire de Raphaël Poiré à ceux qui sont actuellement en catégorie junior. Tous les biathlètes, on est tous passés par l'entraînement de Jean-Pierre Amat. Donc c'est vraiment lui qui a à un moment donné eu une influence sur l'entraînement, sur la technique de ses athlètes. Donc là il est avec les Chinois, ça va prendre du temps, il va falloir tout reconstruire. C'est un modèle qui est complètement différent, on connaît les spécificités de ce pays. Ça va peut-être pas être facile pour lui de tout changer. Mais quand même, il va falloir faire attention à ce que ça donne parce que on le sait, en Chine, il y a quand même de gros viviers au niveau des sportifs. Si la Chine décide d'aller chercher quelqu'un qui est très fort dans un sport d'endurance et qui le met vraiment au biathlon, peut-être que sur quelques années, cet athlète peut devenir performant. Donc là, aujourd'hui,
il y a encore pas mal d'erreurs. Il y a 3 fautes pour Ji-Young Yang, mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, il y aura moins d'erreurs. Et attention, là, ça peut faire des temps qui risquent de devenir intéressants. Donc on va les suivre, peut-être pas cette année. Je pense que c'est encore trop frais pour les Chinois. Par contre, d'ici 2-3 ans, l'entraînement de Jean-Pierre Amat peut porter ses fruits. Et ça, il faudra être bien attentif. Alors, bon... chacun fera son jugement sur le fait que Jean-Pierre aille désormais entraîner les Chinois. Moi personnellement, je sais ce qu'il a apporté au biathlon français. Je sais à quel point il s'est dévoué corps et âme pour que tous les jeunes athlètes et tous les athlètes puissent progresser. Il a, sur la fin de sa carrière d'entraîneur, décidé de partir pour la Chine. Voilà, moi personnellement, je lui en veux pas parce que je trouve qu'il a déjà énormément donné pour la France. Et s'il a envie de se faire plaisir sur un défi différent, eh ben, qu'il le fasse. Ça ne veut pas dire non plus qu'il abandonne complètement la France. Les derniers athlètes sont en train d'arriver avec le russe Korastilev qui portait le dossard 54. Alors que là, c'est un autre dossard qu'on voyait à l'image. Andrei Rastorgouyev, lui, est à ce moment-là sur la ligne. Et lui non plus ne va pas pouvoir inquiéter le vainqueur du jour. Ça va sans doute être Timofey Lapchin. On va le vivre, ce podium. Et en attendant, eh bien, vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'équipe biathlon. Pardon. Et une autre question, encore une, vous êtes nombreux. Quels sont les bénéfices physiques du ski à roulettes, Alexis? Parce que, eh bien oui, on est là en préparation quand même. Ce qui nous intéresse, c'est ensuite de faire du biathlon sur des skis. Et oui, c'est une très bonne question. Justement, quel est l'intérêt de faire du ski à roulettes? Je l'expliquais tout à l'heure, le ski à roulettes va être très fidèle à l'effort du ski de fond. Je dis à peu près à 85-90% de fidélité par rapport à ce qu'on va devoir faire l'hiver. Donc en gros, c'est le meilleur moyen spécifique de s'entraîner pour le ski de fond et pour le biathlon l'hiver. Le nageur, c'est facile, lui il peut nager toute l'année dans de l'eau, donc peu importe la saison, il va nager. Quelqu'un qui fait du vélo, c'est pareil. Bon, l'hiver, pardon, parfois il va peut-être en faire un petit peu sur un home trainer, mais grosso modo, ça reste toujours le même effort. En ski de fond, on ne peut pas faire du ski de fond toute l'année, ou alors sinon ça coûterait abominablement cher. Il faudrait aller en Nouvelle-Zélande ou dans des pays où il fait hiver en été. Enfin voilà, ce serait impossible à suivre. Donc le fait de pouvoir avoir ces skis à roulettes, ça permet de continuer à s'entraîner de manière spécifique pendant toute l'année. Et donc c'est vraiment un effort qu'on fait au quotidien pour s'entraîner. On a au moins une séance de ski à roulettes par jour. Quand on s'entraîne en biathlon, on s'entraîne sur deux séances par jour en général. Et donc il y a quasiment tous les jours au moins une de ces 2 séances qui est faite en ski à roulettes. L'autre va être faite soit en musculation, soit en vélo, soit en course à pied, soit dans d'autres disciplines d'endurance. Alors qu'on vit ensemble ce podium avec à l'image Povarnitsin qui vient chercher cette 2e place. Vous avez vu Latipov qui est allé décrocher cette médaille de bronze qu'il a désormais autour de son cou. Et lui, eh bien, il va réaliser le doublé. Timofey Lapchin, le coréen, l'ancien russe, qui est déjà champion du monde de biathlon d'été sur le super sprint, eh bien il vient s'imposer sur le sprint cette fois. Ça nous promet une poursuite alléchante que nous allons vivre dans quelques instants. Je vous propose de marquer une petite pause. On se retrouve pour la poursuite féminine et puis on terminera par la poursuite masculine. On est ensemble jusqu'à 21h sur la chaîne L'Équipe. À tout de suite.